Vous êtes déjà nombreux. Donc on est très content d'avoir le privilège d'accueillir Florent, parce qu'il est quand même très occupé en ce moment, peut-être un peu moins ces derniers jours, mais il a eu l'honneur de la presse. Alors c'est pas du tout pour ça qu'on l'avait invité, mais parce que c'est un scientifique qui a des choses à nous raconter qui nous intéressaient. On l'avait invité au départ pour nous parler de l'homme de Flores, qui est une espèce humaine qui continue à parler, qui vivait il y a 50 000, 80 000 ans, en Asie du Sud-Est, disons. Et puis, il nous avait dit, mais fixez pas trop le titre parce que j'ai quelque chose à annoncer. Et puis, pof, cette annonce est tombée. Il avait été au premier plan dans la découverte d'une nouvelle espèce humaine aux Philippines. Une autre espèce. Donc du coup, j'imagine qu'il va nous parler des deux. Donc il y avait l'homme de... Enfin, quand on dit l'homme, ne prenez pas sa manne, c'est une survivance du passé, c'est des hommes et des femmes de Flores. Et puis là, la nouvelle espèce qu'on appelle l'homme de Luzon ou l'homme de Calao, je crois, c'est ça, le nom de la grotte où on l'avait trouvé. Voilà, donc Florent est paléoanthropologue au Muséum d'histoire naturelle, et je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Alors merci pour l'introduction, merci pour l'invitation. C'est vrai, et le petit côté historique, c'est vrai qu'au départ, il n'était pas du tout question d'une grosse partie de ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce fameux Homo luzonensis. Donc on va commencer. Je suis un peu impressionné par mais voilà, je suis content. Alors, quelques diapositives au départ d'introduction ou de remise en contexte vraiment très générale sur l'évolution de l'homme, l'évolution des hominines. Les premiers bipèdes, les premiers représentants du genre Homo, notre genre à nous, nous sommes Homo sapiens, nous appartenons au genre Homo. Les premières sorties d'Afrique, donc en quelques diapositives. Si on prend un arbre évolutif des hominines assez simplifié, mais avec de très nombreuses espèces, ici vous avez la chronologie, le temps, il y a 2 millions d'années aujourd'hui, avec nos cousins les plus proches actuels des chimpanzés, qui nous servent de référence. Et vous savez, alors c'est quelque chose qu'on verra au cours de l'exposé et sur une chose sur laquelle je reviendrai en toute fin. De tout ça, de tous ces hominines, il ne reste qu'une seule et unique espèce, la nôtre, Homo sapiens. Mais il faut bien réaliser qu'à quel que soit le moment auquel on remonte dans le passé, il y avait plusieurs espèces d'hominines qui coexistaient, pas forcément dans les mêmes régions, mais c'est c'est quelque chose d'assez unique, la période qu'on vit aujourd'hui, où on est une seule et unique espèce d'homme, et on le verra donc il n'y a même pas si longtemps que ça au regard du temps long de la préhistoire, il y avait plusieurs espèces qui coexistaient. Vraiment en 2 ou 3 diapositives, les périodes les plus anciennes, je ne vais pas détailler, peut-être que certains d'entre vous étaient à la présentation de Michel Brunet hier, qui a dû vous parler, j'imagine, de Toumaï, Sahelanthropus chadensis, donc les très très vieux ancêtres ici de la lignée humaine. Ce que je voulais vous montrer principalement, c'est que évidemment tout ça, toute cette histoire ancienne de nos hommes préhistoriques les plus anciens, ça se passe en Afrique et uniquement en Afrique pendant très longtemps. Donc on a ces 3 prétendants très anciens, prétendant à l'origine un petit peu de la lignée humaine. Ça a fait l'objet d'énormément de débats. Donc à Toros Menala au Tchad, la découverte de Sahelanthropus chadensis, Toumaï, par Michel Brunet et ses équipes. Dans le Middle Awash en Éthiopie, d'autres fossiles qui ont été décrits comme appartenant à Ardipithecus cadabar, Ardipithecus ramidus, peu importe les noms d'espèces, il y a 4 millions d'années, 5, presque 6 millions d'années. Et puis au Kenya, cet ensemble de fossiles qui a été découvert et publié par Brigitte Senu et collaborateurs en 2001, Ororhynchus tugenensis, daté d'environ 6 millions d'années. Donc ça c'est assez important, parce que si vous voyez les dates des publications, 2002, 2001, principalement 2001 et plus récent, jusqu'à il y a très peu de temps, pour cette période un peu clé, qui est à la racine de notre arbre évolutif, on n'avait aucun fossile. Et tout à coup, au début des années 2000, on s'est retrouvé que ces 3 ensembles de fossiles, ça a provoqué de grandes discussions, de grands débats, et ça a surtout beaucoup éclairé cette histoire très ancienne de notre évolution. Et
puis ensuite, on arrive dans la période, je ne vais certainement pas détailler, des australopithèques. De nombreuses espèces d'australopithèques. Une des plus célèbres, c'est probablement Australopithecus afarensis, Lucie. Vous avez entendu parler de Lucie. Donc tous ces ensembles de fossiles qui ont été principalement découverts en Afrique de l'Est, Éthiopie, Kenya, également au Tchad, avec Australopithecus Barel-Ghazali, et également en Afrique australe, avec de nombreux fossiles qui ont été découverts en Afrique australe également. Donc là, avec les Australopithecus, on est dans tous les débats sur l'origine de la bipédie, à partir de quel moment nos ancêtres se sont mis à marcher debout comme nous aujourd'hui, avec toutes les discussions. C'est important parce qu'on reviendra là-dessus tout à la fin. Ces australopithèques qu'on avait cru pendant un moment, à partir du moment où la savane s'ouvre, il n'y a plus d'arbres, et tout à coup l'avantage sélectif d'être bipède au sol plutôt que grimpeur dans les arbres puisqu'il n'y a plus d'arbres, on avait pensé à un moment que tout à coup, il y a 3 millions d'années, les australopithèques étaient devenus bipèdes et que depuis 3 millions d'années, tout le monde était bipède. Maintenant, avec tous ces fossiles-là, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça et que pendant un certain nombre d'années, de milliers, de dizaines, voire de centaines de milliers d'années, on avait des espèces, des hominines qui étaient un peu bipèdes au sol, mais qui continuaient à grimper beaucoup dans les arbres. Ça, c'est très important, c'est quelque chose qu'on a beaucoup... on a beaucoup changé notre façon d'envisager ces très très vieux ancêtres Australopithecus. Et puis vers 2,6 millions d'années, 1,6 million d'années, toujours en Afrique, Afrique de l'Est, Afrique australe, on a des choses assez étonnantes. On appelle des Australopithèques robustes ou paranthropus, là, avec des crânes très massifs, une crête sagittale ici, comme les gorilles mâles par exemple. Et c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître. On a découvert les plus vieux fossiles qu'on rattache au genre Homo. Donc ce sont nos plus vieux ancêtres à nous. Homo sapiens, on appartient au genre Homo. Homo habilis et Homo rudolfensis. Et maintenant, à partir de maintenant, on va parler uniquement du genre Homo. Donc vous voyez les plus anciens ici, dont je viens de parler. Et on va parler de ces plus anciens représentants du genre Homo qui sont sortis d'Afrique. Pour la première fois, des hominines, des hommes préhistoriques sortent d'Afrique. Il y a beaucoup de débats pour savoir à quel moment, comment, par quelle route. Mais ce qui est intéressant, c'est que les plus anciens fossiles qu'on connaisse en dehors d'Afrique à ce jour, c'est en Europe, dans les sites d'Atapuerca, en Espagne, en particulier la Cima del Elefante, avec des fossiles datés de 1,2 million d'années environ. À Dmanisi, en Géorgie, à 1,8 million d'années. Et en Chine et puis en Indonésie, ça on va en parler juste après. Donc voilà, on ne sait pas exactement quand, on ne sait pas quoi, ça on ne saura jamais, et on ne sait pas vraiment comment, par quelle voie et comment s'est effectuée cette sortie d'Afrique. Mais d'ailleurs au passage, il faudrait plutôt parler des sorties d'Afrique. Hein. C'est pas une fois des hommes qui sont sortis et qui ne sont plus jamais revenus en Afrique. C'est pas du tout comme ça qu'il faut l'envisager. Mais on a un certain nombre de jalons fossiles qui sont très très importants pour comprendre cette sortie d'Afrique. Le tout premier, je vais passer vite, c'est Dmanisi en Géorgie, donc ici, dans ce site qui était au départ d'ailleurs une rénovation d'un château médiéval, et en creusant les fondations, les chercheurs ont commencé à trouver dans des niveaux datés d'1,7, 1,8 million d'années, des outils de pierre taillée, des ossements d'animaux qui portent des stries, des marques de boucherie, de découpe, et associé à ça, je vous en ai mis que quelques-uns, une quantité de fossiles assez incroyable, même très spectaculaire pour un seul site. Donc on connaît un grand nombre de ces fossiles, donc datés d'1,8 million d'années en Géorgie. Et puis maintenant, je vais quand même vous amener en Asie du Sud-Est, puisque c'est le sujet de ce dont on va parler plus en détail. On va d'abord aller sur l'île de Java. Sur l'île de Java, c'est lui. Donc l'île de Java, qui est connue pour ses magnifiques volcans, entre autres choses, qui est aussi connue par les préhistoriens pour sa grande richesse en préhistoire et en fossiles. Je vous ai mis quelques-uns des plus anciens Homo erectus indonésiens découverts sur l'île de Java. Quelques-uns des plus anciens, alors vous voyez, ils sont datés d'1,5 million d'années, probablement un peu plus. Ils ne sont pas tous très jojo, hein, ce sont des fossiles très déformés, très fragmentaires,
mais ils ont le mérite d'exister, j'allais dire, mais c'est très très important. On sait que l'homme était présent dans cette région-là depuis, on va dire, au moins 1,5 million d'années. Et alors on va se pencher un petit peu sur la géographie de l'Asie du Sud-Est et la biogéographie, la répartition des organismes vivants dans toutes ces îles d'Asie du Sud-Est. Donc ça, c'est une vue satellitaire de l'Asie du Sud-Est actuelle. Et quelque chose qui est primordial pour comprendre cette région-là, c'est de réfléchir au fait que ces îles, Sumatra, Java, Bornéo, n'ont pas toujours été des îles. Pendant tout le Quaternaire, la période pendant laquelle les hommes préhistoriques ont évolué, on a des alternances de périodes glaciaires et interglaciaires. Alors, ça n'a jamais été couvert de glace en Asie du Sud-Est tropicale, bien sûr, mais ces périodes glaciaires ont une influence très très forte sur la zone, puisque en période glaciaire, le volume des glaces augmente au pôle, et cette glace, elle est faite de quoi? Elle est faite d'eau de mer. Donc, proportionnellement, les glaces augmentent et la mer baisse, ça baisse, et dans cette zone, il y a des choses très très importantes, une configuration qui fait qu'en période de bas niveau marin, donc en période glaciaire, toute cette zone qu'on appelle le plateau de la Sonde était exondée, et donc l'île de Sumatra, de Java et de Bornéo étaient reliées au continent asiatique en période de bas niveau marin. De l'autre côté, on a un peu la même chose avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Australie et la Tasmanie, qu'on ne voit pas ici, qui formaient un méga-continent qu'on appelle Saou. Et vous voyez ici, le moins 2,6 millions d'années, c'est à peu près ici, le début du Quaternaire jusqu'à l'actuel, il y a eu de très nombreuses périodes pendant lesquelles on était dans cette configuration ici. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Alors déjà oui, c'est quelque chose qui est très très connu des biologistes, des évolutionnistes depuis très longtemps. Alfred Russel Wallace, dans les années 1850, 1860, a beaucoup travaillé sur cette zone-là, qui porte son nom d'ailleurs depuis, qu'on appelle la Wallacea. Pourquoi cette Wallacea? C'est justement la zone qui n'a jamais été asséchée, qui a toujours été faite de chapelets d'îles et de mers à traverser. Et c'est quelque chose qu'on connaît très bien, notamment au niveau des animaux, puisque sur le continent asiatique, on a les faunes à mammifères placentaires, comme vous et moi. De l'autre côté, en Australie, on a les faunes mammifères marsupiales, avec les kangourous, les couscous, enfin bref, les koalas, tout ce que vous voulez. Donc c'est quelque chose qui est très très bien connu. Et les biologistes distinguent tout un tas de lignes qui portent souvent les noms des chercheurs, d'ailleurs, qui les ont identifiées. Des lignes qui séparent les différentes faunes. Il y a des îles qui se rapportent aux répartitions des oiseaux, et ainsi de suite. Et pour nos bons hommes, c'est quelque chose d'évidemment très important, puisque en période de bas niveau marin, les hommes qui évoluaient sur le continent asiatique ont pu descendre à pied sec sur l'île de Java, qui n'était donc pas une île, à de nombreuses reprises. Ce qui explique, alors je vais vous montrer quelques fossiles qui rendent hommage à Eugène Dubois, qui est le premier découvreur d'un Homo erectus en Indonésie. C'est le spécimen type d'Homo erectus, découvert donc en 1891. Il était parti féru de Darwin, Wallace, il s'était persuadé qu'il allait chercher le chaînon manquant et qu'il allait le trouver en Indonésie. Et il l'a effectivement trouvé, donc il y a très longtemps. Et depuis, on a un très très grand nombre de fossiles, je vous en ai indiqué que quelques-uns, de très très nombreux fossiles d'Homo erectus qui ont été mis au jour sur l'île de Java, île entre guillemets, puisque c'est pas une île à de très nombreuses reprises. Donc on a de très nombreux Homo erectus, on en a en Chine aussi, il y a livré énormément d'Homo erectus. Les derniers Homo erectus se sont éteints c'est très débattu, 100 000 ans, 300 000 ans, c'est très débattu. Mais ces fossiles-là que vous voyez ici, ce sont bien des Homo erectus, ça n'a rien à voir avec des Homo sapiens comme nous. C'est un peu un cul-de-sac évolutif des Homo erectus dans cette région-là, qui ne laissera pas de descendance. Et très brièvement, Homo sapiens entre en scène. Alors, Homo sapiens entre en scène, qu'est-ce qu'on sait d'Homo sapiens aujourd'hui, si on peut faire de façon très brève? Donc notre espèce naît, son origine est en Afrique. De nombreuses discussions, est-ce que c'est en Afrique de l'Est, comme on l'a dit il y a longtemps, en Afrique australe ou maintenant en Afrique du Nord, avec les publications de fossiles à Djebel Irhoud au Maroc,
daté de 300 000 ans qui ressemble énormément à des Homo sapiens, pour ne pas dire Homo sapiens. Des premières excursions de cette espèce Homo sapiens hors d'Afrique, elle va donc ressortir d'Afrique, en quelque sorte, au Proche-Orient avec des dates aux alentours de 100 000 ans. Mais les généticiens nous disent que en fait, la sortie d'Afrique dont nous sommes tous issus serait plutôt aux alentours de 60 000 ans. Donc ces premières excursions hors d'Afrique à 100 000 ans n'auraient rien donné, en quelque sorte, et que ça aurait été le fruit de ressorties d'Afrique qui serait à l'origine de toutes les populations humaines actuelles. Et pour ce qui concerne notre Asie du Sud-Est, ben, très très vite, si c'est 100 000 ans, un peu plus lent, mais si c'est 60 000 ans, très très vite, Homo sapiens se retrouve de l'autre côté et s'installe même en Australie, puisqu'en Australie, il y a pas mal de sites archéologiques. Alors qui dit ça, site archéologique avec des outils de pierre taillée, ça veut bien qu'il y a des hommes, même si on ne sait pas forcément qui étaient les artisans. Tout le monde considère que c'était des Homo sapiens qui étaient arrivés en Australie. Ça a fait beaucoup de débats récemment avec une publication en 2017 d'un site avec une date à 65 000 ans. Vous voyez, s'ils sont sortis d'Afrique il y a 60 000 ans et qu'ils étaient il y a 65 000 ans en Australie, c'est plus que très rapide, c'est à l'envers. Bon, mais voilà, on est aux alentours de ces dates-là. Avec un grand débat sur comment ça se fait qu'on les retrouve en Australie à 65 000 ans et que dans toute l'Asie du Sud-Est continentale et insulaire, on a très peu de traces de ces Homo sapiens. C'est encore très ténu. Et les débats se sont beaucoup axés autour de... Alors, même un bonhomme qui marche mais qui ne peut pas marcher pour aller de là à là. De très nombreux débats autour de quelle route, quelle voie ces Homo sapiens sont suivis pour aller du plateau de la Sonde jusqu'au plateau de Saoul pour s'installer en Australie. Alors par où ils sont passés et puis comment sont-ils passés Comment sont-ils passés Pour coloniser un continent comme l'Australie, il ne suffit pas d'un Adam et une Ève qui arrivent là comme ça par hasard sur un radeau de fortune. Il faut des hommes, des femmes, il en faut plusieurs, il faut tout un groupe jusqu'à fonder une population viable sur un continent. Donc c'est probablement de la navigation, alors évidemment navigation c'est tout relatif, mais quelque chose qui s'est produit de façon répétée jusqu'à avoir suffisamment d'hommes et de femmes installés sur l'île. Enfin sur l'île, sur le continent australien. Et donc voilà ce qu'on savait de l'histoire évolutive de l'homme dans toute cette zone jusqu'en 2004. Ce que je dis souvent, c'était quelque chose de très ennuyeux. Homo erectus était là, et puis Homo sapiens arrive, et point, voilà, c'est fini. Il n'y a plus rien à raconter. À partir de 2004, un certain nombre de découvertes nous ont fait toucher du bout du doigt une réalité qui était probablement beaucoup plus complexe que simplement ces Homo erectus remplacés par des Homo sapiens. En 2004, quelque chose qui a fait évidemment grand bruit, c'est la publication qui a fait la couverture de Nature d'une nouvelle espèce d'hominine de small body de petite taille, de petite corpulence, de la fin du Pléistocène sur l'île de Flores en Indonésie. Fin du Pléistocène, alors on le verra juste après, les datations d'Homo floresiensis ont été réévaluées, mais on est à peu près il y a 50 000 ans, 60 000 ans, 100 000 ans. 60 000 ans, donc à peu près la période où Homo sapiens arrive en Australie. L'île de Flores est ici, et la grotte dans laquelle ont été trouvés les restes d'Homo floresiensis, c'est la grotte de Liangua. On est bien dans cette fameuse zone de la Wallacea. Pour arriver là, il faut forcément traverser de la mer, quel que soit l'abaissement du niveau marin. Ce sont les grandes fosses, la marine, qui traversent cette zone-là. On est obligé de traverser la mer pour s'installer sur l'île de Flores. Donc Homo floresiensis, c'est ça, en 2004, donc dans cette publication. C'est une publication qui a été faite très rapidement. Les toutes premières découvertes d'Homo floresiensis, c'est 2003, et la plupart, c'est 2004. Donc l'année même de la découverte, ils avaient publié cette nouvelle espèce. Et on en reparlera peut-être après, c'est pas rien de publier une nouvelle espèce d'homme, c'est pas si facile que ça. Donc ils ont fait un gros travail très rapide sur un ensemble de fossiles qui était absolument stupéfiant pour l'époque. Vraiment personne ne savait, c'est le propre des nouvelles découvertes, de ne pas s'attendre à les trouver, mais
Là, vraiment un ensemble de caractéristiques totalement surprenantes par rapport à tout ce qu'on pensait maîtriser de l'histoire évolutive des hommes préhistoriques. Alors vous voyez, très petite taille, maximum 1m10 adulte de stature. Et vous voyez, j'aime beaucoup, ça c'est une reproduction d'Homo floresiensis faite par Elisabeth Dennis. Et ici c'est notre collègue Bill Younger, c'est un collègue américain qui a beaucoup travaillé dessus. Alors c'est un grand costaud américain, mais quand même, c'est assez frappant. Cet Homo floresiensis, il est représenté par au moins 7 individus différents. Donc c'est pas un seul individu malade, ou on en dira deux mots juste après. Il y a au moins 7 individus différents, donc évidemment, certains très bien représentés, comme ici Lianghua 1, un squelette de femme, féminin, avec beaucoup de ces éléments squelettiques qui ont été retrouvés, et d'autres, comme Lianghua 6, qui n'est représenté que par cette mandibule, cette mâchoire inférieure. Évidemment, il y a des représentations très différentes, mais au moins 7 individus différents. Des éléments au passage dans les caractéristiques très 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 inattendues d'Homo floresiensis. On a des différences de proportions, donc des jambes qui étaient toutes petites pattes, mais avec des très longs pieds au bout. Je ne sais pas si vous voyez le pied là qui est presque aussi long que le tibia. Si vous imaginez vraiment des toutes petites pattes et des très grands pieds. Au niveau des datations, oui, important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure rapidement. Au moment de la publication en 2004, toutes les dates étaient entre 18 000 ans et 75 000 ans, donc une espèce très très récente. Ce qui posait la question de la contemporanéité d'Homo floresiensis avec Homo sapiens. C'est-à-dire que là, on est en plein dans la période d'arrivée d'Homo sapiens. Pour aller en Australie, les Homo sapiens ont bien dû passer par Flores d'une façon ou d'une autre. C'est une des voies privilégiées. Alors ça, c'était une belle histoire d'essayer de comprendre comment deux espèces d'hommes avaient coexisté pendant si longtemps dans cette région-là. Alors même qu'on sait qu'on en reviendra là-dessus, mais on n'est pas une espèce très très sympa avec les autres espèces, qu'elles soient animales ou humaines. Ça a été complètement révisé il y a 2 ans et demi. En fait, les chercheurs se sont rendus compte qu'ils s'étaient beaucoup trompés dans les corrélations entre les niveaux archéologiques qui contenaient les fossiles et ceux dans lesquels avaient été effectuées les datations. Et maintenant, ce qu'on sait, c'est que Homo floresiensis a vécu entre 60 000 ans et 100 000 ans. Alors, la question de la contemporanéité avec Homo sapiens, elle a même été carrément retournée. C'est-à-dire de dire, mais c'est étonnant, Homo floresiensis a disparu il y a 60 000 ans, au même moment où Homo sapiens arrive dans la zone. Donc on est en train un peu de changer d'idée sur l'extinction d'Homo floresiensis. Il y a eu un énorme débat suite à cette publication, mais vraiment énorme, sur qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que c'est que cet Homo floresiensis. Alors certains avançaient l'idée que ce n'était qu'un Homo sapiens pathologique, ça c'est un grand classique de la paléoanthropologie. Chaque fois qu'un fossile un peu particulier est trouvé, il y a 2, 3, 4, 5, 10 chercheurs qui vont dire oui, mais ça c'est un Homo sapiens pathologique, malade, ce n'est pas représentatif. D'autres, y compris les auteurs de tout ce travail, avaient dit non, c'est un hominine très bizarre, mais il n'est pas du tout pathologique. Et l'hypothèse la plus parcimonieuse, la plus vraisemblable, ce serait de dire il y a des Homo erectus partout, à Java pas très loin, donc peut-être que cet Homo floresiensis est un descendant de ces Homo erectus. Et puis d'autres chercheurs, y compris Bill Younger, le grand balèze là, que je vous montrais tout à l'heure, penchent pour une autre hypothèse sur laquelle on reviendra peut-être très brièvement à la fin, que peut-être cet Homo floresiensis descendrait d'un hominine encore plus ancien que les Homo erectus. Alors évidemment, l'hypothèse qui semblait la plus probable d'une descendance depuis Homo erectus, pourquoi elle était refusée par un grand nombre de chercheurs, c'est que ça voudrait dire que des Homo erectus avaient réussi à passer sur l'île de Flores. Et ça, c'était un petit peu un crime de lèse-majesté, parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on pensait que seuls nous, Homo sapiens, étaient capables de franchir des bras de mer. C'est une idée qui est vraiment encore très très prégnante aujourd'hui. Donc pour beaucoup de chercheurs, c'était impossible d'envisager que des Homo erectus, il y a 700 000 ans, aient réussi à traverser la mer pour s'installer sur l'île de Flores. Alors ça a fait tout
une controverse pas possible autour d'un petit bonhomme, enfin en tout cas d'une petite bonne femme, puisque le principal squelette était un squelette féminin. Donc j'ai mis quelques-uns des protagonistes, Mike Morwood, chercheur australien, qui était un des co-découvreurs, le professeur Jacob, paléanthropologue indonésien éminent, qui s'est beaucoup battu avec Mike Morwood, et puis d'autres collègues indonésiens, australiens, américains, qui ont été très très actifs dans tout ce débat. Débat essentiellement, beaucoup de débats scientifiques, avec des échanges d'articles et de réponses à la réponse qui n'en finissaient plus, mais qui a des fois largement dépassé les limites d'un débat scientifique normal. Il y a eu des querelles très 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 fortes. Il y a eu plein de ressorts nationaux qui sont ressortis. Les Indonésiens s'étaient sentis exclus de l'analyse des fossiles qui avaient été trouvés chez eux. Enfin bref, tout un tas de débats vraiment très très forts et parfois même très 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 virulents. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller rechercher dans Nature en 2014 pour les 10 ans de la découverte, l'anniversaire des 10 ans de la découverte. Il y avait eu tout un dossier qui récapitulait tout le débat et toutes les histoires autour de cette Homo floresiensis sous forme de BD. Vous avez les principaux protagonistes de ce débat. Alors, ceux qui refusaient cette hypothèse d'une descendance d'Homo erectus se sont échinés pendant des années. J'ai dû en mettre quelques-uns. Se sont efforcés de trouver des indices d'une maladie ou de quelque chose d'anormal, mais très clairement, ça ne correspondait jamais à quelque chose de plausible, tout simplement. Et le débat a été à peu près clos à partir de 2010, puis 2016, par une séquence de publications, en fait, mais d'autres sites de la même île de Flores, des sites de plein air, donc complètement différents, plusieurs kilomètres de la grotte où avaient été trouvés les restes d'Homo floresiensis. Donc, d'abord, des outils de pierre taillée dans des sites datés d'1 million d'années à Flores. Donc, qui dit outils de pierre taillée dit un homme qui les a taillés et qui les a laissés là. Mais on ne connaissait pas l'auteur, on ne les connaît toujours pas d'ailleurs dans ce site-là, l'auteur de ces outils de pierre taillée. Mais un autre site de plein air, Matamengue, daté d'environ 700 000 ans, a livré également des outils de pierre taillée et donc publié en 2016 un petit fragment de mâchoire inférieure et quelques dents d'homme, les analyses montrant que ça ressemblait beaucoup aux Homo erectus indonésiens. Donc voilà, le débat, il y a à peu près, il y a encore plein de questions qui se posent, mais très probablement, il y a au moins 1 million d'années, des Homo erectus avaient réussi à passer et s'étaient installés sur l'île de Flores et potentiellement étaient à l'origine de ces Homo floresiensis qui vivaient bien plus tard que ces dates-là. Et puis on fait un bond dans le temps. Voilà, c'était la chose qui n'était pas forcément prévue pour la conf d'aujourd'hui au départ, mais en 2019, en avril dernier, on a publié une autre nouvelle espèce du genre Homo, cette fois-ci pas en Indonésie mais aux Philippines, dans la grotte de Calao, située ici sur l'île de Luzon, l'île principale des Philippines. Manille se situe par là. Et évidemment, je vous ai remis mon petit schéma avec mon petit bonhomme qui marche pareil, parce que toutes les Philippines, c'est pareil. Quelle que soit la période, ça n'a jamais été accessible à pied sec. Pour arriver dans n'importe quelle île des Philippines, il faut franchir de la mer. Alors, quelques mots là-dessus. Quelques mots, oui. On se situe donc dans cette partie nord-est de l'île de Luzon. Ici, vous avez ce massif calcaire, le massif de Calao, où se situe la grotte de Calao. Ici, vous avez la rivière Cagayan, une des principales rivières qui traverse Luzon, qui coule du sud vers le nord. Et ici, vous voyez un petit affluent de la Cagayan, la Pinacanawan, qui coupe le massif calcaire, là, où se trouve la grotte de Calao. Juste au passage, pour vous montrer, ce petit massif calcaire, là, vous voyez l'échelle, ça c'est 5 km. Tous les petits triangles rouges sont des grottes qui ont été identifiées pour leur potentiel archéologique. C'est-à-dire que dans ces grottes, il y a des grottes absolument partout dans ce massif,
Et toutes celles qui ont été repérées ici sont celles qui présentent au moins en surface ou dans les premiers centimètres de sédiments des outils de pierre taillée, des ossements d'animaux, donc des indices d'activité de présence humaine, pour la plupart très récentes, sauf que la plupart n'ont pas été fouillées, donc on ne sait pas ce qu'il y a potentiellement dans les niveaux les plus anciens de ces grottes. Donc Calao, c'est ici. Voilà la grotte de Calao, ça c'est l'entrée principale, avec les fouilles principales qui se situent ici, on reviendra dessus juste après. La rivière Pinakanawan, la falaise ici, et là vous voyez, vous devinez l'ouverture. Il y a un banyan, un ficus géant qui orne l'entrée. Et ça, c'est voilà, une vue de là, ici, la fouille, et vers l'extérieur de cette première chambre. La grotte de Calao, bien avant qu'on publie des choses intéressantes sur la préhistoire et l'archéologie de la grotte de Calao, c'est un site qui est très très fameux pour les Philippins, qui est très réputé. C'est un site très très touristique parce que c'est un ensemble de grottes magnifiques, majestueux. Il y a 7 chambres successives. Vous voyez certaines donc ont été aménagées avec de la lumière et tout ça, des petites marches. Tout ça, c'est une de mes préférées, une chambre dont le toit est complètement effondré. Là. Ce que je dis toujours, on se croit dans un reportage de Nicolas Hulot. Mais vraiment, enfin, c'est vraiment magnifique. Ce qui fait que, d'ailleurs, quand on fouille, tous les jours, il y a ils sont un peu comme des archéologues en cage. Il y a des touristes qui passent et qui repassent. C'est un site qui est très très fréquenté. Et puis avec le côté un peu mystique de ce que représentent les grottes pour les sud-est asiatiques et le mélange avec l'arrivée du christianisme aux Philippines, la deuxième chambre, ils en ont fait une chapelle. Mais une vraie chapelle, avec des bancs en béton, une Sainte Vierge cimentée dans la stalagmite et tout ça. Enfin bref, voilà, une espèce de mélange de culture et de mythes. Mais tout ça pour vous dire que la grotte de Calao était une grotte, vraiment la grotte phare de cette région. Et c'est important parce que mon collègue philippin, Armand Mitraves, faisait sa thèse à cette époque-là. Là, on est en 2003, je remonte un petit peu dans le temps historique du projet. Il faisait sa thèse de doctorat en Australie, à Canberra, sur les outils de pierre taillée de toutes ces grottes de la région là que je vous ai montré sur la petite carte. Des outils de pierre taillée assez récents, on va dire, de chasseurs-cueilleurs, juste avant l'arrivée du néolithique. Et quand même, ça lui trottait dans la tête de se dire, cette grotte de Calao, c'est la plus belle, c'est la plus fameuse, c'est la plus majestueuse. Comment ça se fait que dans les années 70-80, le National Museum des Philippines avait fait un test, n'avait rien trouvé, puisque dans le rapport, c'était dans les premiers niveaux, il y a du néolithique, mais après, il n'y a rien, c'est pas intéressant. Et mon collègue, là, Mandy, ça l'avait motivé, il s'est dit, moi je vais y retourner. Et il avait fait cette première petite fouille en 2003, où il était descendu d'à peu près 1,50 m en profondeur. Et il avait trouvé donc les niveaux assez récents, néolithiques, les niveaux supérieurs, mais il avait trouvé un niveau ici, avec quelques outils